Projet d'embellissement rationnel de la ville de Paris. Les lettristes présents le 26 septembre ont proposé communément les solutions rapportées ici à divers problèmes d'urbanisme soulevés au hasard de la discussion. Ils attirent l'attention sur le fait qu'aucun aspect constructif n'a été envisagé. Le déblaiement du terrain paraissant à tous l'affaire la plus urgente. Ouvrir le métro la nuit, après la fin du passage des rames. En tenir les couloirs et les voies mal éclairées par de faibles lumières intermittentes. Par un certain aménagement des échelles de secours et la création de passerelles là où il en faut, ouvrir les toits de Paris à la promenade. Laisser les squares ouverts la nuit, les garder éteints. Dans quelques cas, un faible éclairage constant peut être justifié par des considérations psychogéographiques. Munir les réverbères de toutes les rues d'interrupteurs, l'éclairage étant à la disposition du public. Pour les églises, 4 solutions différentes ont été avancées et reconnues défendables jusqu'au jugement par l'expérimentation, qui fera triompher promptement la meilleure. Guy-Ernest Debord se déclare partisan de la destruction totale des édifices religieux de toute confession, qu'il n'en reste aucune trace et qu'on en utilise l'espace. Gilles Wollmann propose de garder les églises en les vidant de tout concept religieux, de les traiter comme des bâtiments ordinaires, d'y laisser jouer les enfants. Michel Bernstein demande que l'on détruise partiellement les églises de façon que les ruines subsistantes ne décèlent plus leur destination première. La tour Jacques, boulevard de Sébastopol, en serait un exemple accidentel. La solution parfaite serait de raser complètement l'église et de reconstruire des ruines à la place. La solution proposée en premier est uniquement choisie pour des raisons d'économie. Jacques Fillon, enfin, veut transformer les églises en maisons à faire peur. Utiliser leur ambiance actuelle en accentuant ses effets paniques. Tous s'accordent à repousser l'objection esthétique et à faire taire les admirateurs du portail de Chartres. La beauté, quand elle n'est pas une promesse de bonheur, doit être détruite. Et qu'est-ce qui représente mieux le malheur que cette sorte de monument élevé à tout ce qui n'est pas encore dominé dans le monde, à la grande marge inhumaine de la vie? Garder les gares telles qu'elles sont, leur laideur assez émouvante, ajoute beaucoup à l'ambiance de passage qui fait le léger attrait de ces édifices. Gilles Wollmann réclame que l'on supprime ou que l'on fausse arbitrairement toutes les indications concernant les départs, destinations, horaires, ceci pour favoriser la dérive. Après un vif débat, l'opposition qui s'était exprimée renonce à sa thèse et le projet est admis sans réserve. Accentuer l'ambiance sonore des gares par les diffusions d'enregistrements provenant d'un grand nombre d'autres gares et de certains ports. Suppression des cimetières. Destruction totale des cadavres et de ce genre de souvenirs, ni cendres, ni traces. L'attention doit être attirée sur la propagande réactionnaire que représente, par la plus automatique association d'idées, cette hideuse survivance d'un passé d'aliénation. Peut-on voir un cimetière sans penser à Mauriac, à Gide, à Edgar Faure? Abolition des musées. Répartition des chefs-d'œuvre artistiques dans les bars. L'œuvre de Philippe de Champaigne dans les cafés arabes de la rue Xavier Privat, le sacre de David au tonneau de la montagne Sainte-Geneviève. Libre accès illimité de tous dans les prisons. Possibilité d'y faire un séjour touristique.
aucune discrimination entre visiteurs et condamnés. Afin d'ajouter à l'humour de la vie, 12 fois tirés au sort dans l'année, les visiteurs pourraient se voir raflés et condamnés à une peine effective. Ceci pour laisser le champ aux imbéciles qui ont absolument besoin de courir un risque inintéressant, les spéléologues actuels par exemple, et tous ceux dont le besoin de jeu s'accommode de si pauvres imitations. Enlèvement des statues qui restent, dont la signification est dépassée, dont les renouvellements esthétiques possibles sont condamnés par l'histoire avant leur mise en place. On pourrait élargir utilement la présence des statues pendant leurs dernières années par le changement des titres et inscriptions du socle, soit dans un sens politique, soit dans un sens déroutant. Faire cesser la crétinisation du public par les actuels noms des rues. Effacer les conseillers municipaux, les résistants, les Émile, les Édouard, 55 rues dans Paris, les Bugeaud, les Galifet, et plus généralement tous les noms sales, rues de l'Évangile. À ce propos, reste plus que jamais valable l'appel lancé dans le numéro 9 de Potlatch pour la non-reconnaissance du vocable « saint » dans la dénomination des lieux. Je crois qu'à cause de cet immense livre qu'est Société du spectacle, et la façon dont la société du spectacle nous s'écrase la tête depuis des années de façon continue, on a tendance à minorer en quoi le génie propre de Guy Debord est d'abord ce travail de lui et son collectif lettriste sur la ville, les psychogéographies, l'art de la dérive. Et tenez, par exemple, une petite anecdote. Pensez que Georges Perec connaissait par cœur tous ces textes, ça se recroise entre collectifs d'un collectif à l'autre. Par contre, en 73, quand il écrit Espèce d'espace, et qui reprend littéralement presque les exercices et les programmes de Potlatch et des collectifs lettristes, jamais il cite ses sources. Non seulement ça, mais dans La vie mode d'emploi, vous savez qu'il y a un index des sources et des citations. Eh bien, les citations exactes de Debord ne figurent pas dans l'index de La vie mode d'emploi. Ce qui prouve que, à contrario, la façon dont Perec joue avec ça. Et nous, évidemment, on a aujourd'hui à réouvrir grand ces portes au nom même de notre travail sur la ville, sur nos chemins dans la ville, sur nos actions dans la ville. Et là, ce bouquin-là, tous ces textes de Debord d'avant la société du spectacle, tout son travail, tous ces films, tous ces projets de films, toutes ces expérimentations sur le film, ça nous revient aussi en pleine figure, puisque nous, c'est la totalité de ce vocabulaire aujourd'hui qu'on réouvre. Vous savez que probablement début 2018, si tout va bien, on sortira aux éditions Jean Boîte, qui a déjà publié plusieurs titres de Kenneth Goldsmith, ce fabuleux et important livre qui s'appelle Uncreative Writing. Nous, on va appeler ça l'écriture sans écriture. Et là, on voit bien cette intersection permanente, continue, comme ça, de comment Debord, à distance, en faisant le détour par les USA, comme Antonin Artaud, comme Henri Michaud avant lui, provoque cette activité contemporaine, justement, là où ça irrigue aussi nos pratiques du web, le détournement et d'autres. Mais surtout, la ville. Guy Debord, projet d'embellissement rationnel de la ville de Paris. On est en 1956, texte contemporain de son mode d'emploi du détournement, texte contemporain de sa théorie de la dérive, tout ça dans cette magnifique revue qui s'appelle à l'époque Les Lèvres nues, texte contemporain de ce magnifique film que vous trouverez facilement sur YouTube qui s'appelle Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps, texte contemporain de son projet de labyrinthe. Rouvrez Guy Debord.